Bonjour Fabrizio Calvi, merci de faire une escale chez nous dans votre tour des radios. On va vous présenter brièvement. Fabrizio Calvi, vous êtes journaliste d'investigation spécialisé dans les affaires de criminalité organisée et les services secrets, et vous avez gracieusement accepté de répondre à nos questions sur le 11 septembre, et on vous en remercie. Chacun d'entre nous a en mémoire cette tragédie du 11 septembre à tel point qu'il sait exactement où il se trouvait lorsque les attentats se sont déroulés. Alors la question avec laquelle on a envie de débuter cette interview, c'est: que faisiez-vous le 11 septembre 2001 ? Alors, le 11 septembre 2001, donc j'étais dans le train, je revenais de la Suisse, où ma mère était en train de décéder. Et dans le train, déjà, il y avait des rumeurs d'attaque, mais c'était très imprécis. On parlait d'un avion qui s'était écrasé sur une usine en Israël, je me souviens. Et je comprenais pas bien, enfin, ça avait pas de sens. Et puis, arrivé à Paris, là, brusquement, j'ai eu un coup de fil d'un ami, qui m'a dit, il y a 2 avions qui sont fracassés contre le Waqta. J'ai tout de suite pensé à une attaque et j'ai tout de suite pensé à Al-Qaïda. J'étais pas un spécialiste d'Al-Qaïda du tout à cette époque, mais j'ai tout de suite pensé à ça. Je vous disais, ma mère était en train de décéder, elle est décédée quelques jours plus tard, et on lui a tué l'événement, c'est-à-dire on ne lui a pas dit ce qui s'était passé pour ne pas l'inquiéter, parce que déjà ça nous semblait être, ou ça me semblait être, l'événement qui va façonner à tout jamais nos destinées, donc un événement considérable. À l'époque, moi, j'étais pas un spécialiste d'Al-Qaïda, je ne le suis toujours pas d'ailleurs. Je suis plus un spécialiste des renseignements américains, du FBI et de la CIA, et ça n'est que 10 ans plus tard, non, 7 ans plus tard, à vrai dire, essayer de comprendre ce qui s'est passé ce 11 septembre. Vous êtes aussi auteur, vous publiez d'ailleurs un livre aux éditions Fayard, 11 septembre, la contre-enquête. Alors, quelles ont été vos motivations pour réaliser une contre-enquête sur cette tragédie du 11 septembre 2001 ? Alors, les motivations profondes étaient simples, c'est que j'étais pas, comme bien des gens, je n'étais absolument pas satisfait de l'enquête officielle, de la commission d'enquête, du travail de la commission d'enquête, qui a été surnommée la commission des omissions, tellement elle oublie d'enquêter sur des pistes qui sont pourtant évidentes, et qui fait un peu penser au travail de la commission Warren, au travail de désinformation par la commission Warren. Alors, j'en étais pas satisfait, mais j'avais un accès privilégié à des sources d'information dans la mesure où j'avais réalisé une série de 5 films et puis un livre sur l'histoire du FBI raconté par les agents eux-mêmes. Et j'avais eu accès à l'époque au traqueur le 11 septembre, et ceux qui le racontaient ne correspondaient pas du tout à ce que j'ai lu dans le rapport de la commission d'enquête. Donc j'ai eu envie d'en savoir un peu plus et d'aller voir d'autres agents du FBI, d'aller voir leurs contreparties à la CIA, à la DIA, à la NSA, enfin dans les services secrets américains, au sein de la Maison Blanche, pour comprendre ce qui s'est passé, pour essayer de, même pas combler les trous, mais pour prendre une autre optique que celle adoptée par la commission d'enquête. Dans votre livre, vous parlez des tentatives ratées des États-Unis pour éviter ces attentats. Alors comment vous expliquez cette incrédulité des autres autorités américaines lorsqu'on leur rapporte ces menaces d'attentats à l'époque ? Alors, il faut savoir que déjà la prise de conscience du danger représenté par Al-Qaïda et par le terrorisme sunnite, islamiste sunnite, est une prise de conscience très lente du côté des Américains. Ils ne commencent vraiment à travailler sur Ben Laden qu'en 1996, quand ils créent à Lake Station la cellule chargée de traquer Ben Laden à l'intérieur de la CIA. Et pourtant déjà, moi j'ai rencontré des policiers philippins qui avaient pris conscience du problème dès 1994. 1994, c'est déjà très tard, puisque Al-Qaïda est né en 1988. Donc 6 ans avant, ça fait très tard. Mais eux, moi j'ai vu les rapports de 94 des policiers philippins. Déjà dans ces rapports-là, il est question d'Al-Qaïda, il est question de Ben Laden. Il y a une dizaine de pages. Je me souviens d'un rapport qui fait 200 pages sur le terrorisme islamiste dans les Philippines, parce que les Philippines sont une des terres de la djihad, puisque c'est un archipel à majorité catholique et minorité musulmane, 10% de la population musulmane, mais très active. Il y a des guérillas, enfin bon, donc ça a été une des terres de djihad. Donc
les Philippins se sont intéressés très tôt à Ben Laden, eh bien, dans ces rapports-là, il n'y a rien à changer. Il n'y a pas une ligne à changer. Tout est déjà décrit, tout est déjà raconté. Les Américains, eux, s'en apercevront bien plus tard, hein, c'est-à-dire 2-3 ans plus tard, et encore, ils pensent à l'époque que Ben Laden est un financier du terrorisme international, c'est la fondation Ford du terrorisme international. Et il leur faudra vraiment encore 2 ans facilement, au moment des attaques contre les ambassades américaines de Nairobi et de Dar es Salaam, qui vont faire 200 morts, pour prendre conscience du péril, mais cette conscience n'est pas arrivée dans l'opinion publique. À l'époque, l'opinion publique américaine, les médias, s'intéressent à l'affaire Lewinsky. Et je me souviens que moi j'étais choqué de voir que tout de suite après les attentats, les journalistes interrogent le président des États-Unis, mais non pas sur les attentats et sur les ripostes, mais ils l'interrogent sur ses pratiques sexuelles avec Monica Lewinsky. Ils veulent savoir si s'est servi d'un cigare, si s'est passé dans la Maison Blanche, enfin des questions choquantes, et puis d'autant plus choquantes qu'il y a quand même une guerre qui est en train de se préparer. L'équipe Clinton, sous l'impulsion de Richard Clarke, le tsar de l'antiterrorisme, finit quand même par être convaincu du danger en 98, et Richard Clarke met au point un plan d'attaque d'Al-Qaïda qui s'appelle Delenda, hein, comme Carthago Delenda Est. Il faut détruire Al-Qaïda. Et bien, ce plan d'attaque va être adopté en 99, ce qui est très tard, par Bill Clinton. Ça sera une de ses dernières décisions avant de quitter la Maison Blanche. Et puis en l'an 2000, en janvier 2000, patatras, il y a une nouvelle administration qui arrive, George Bush. On se souvient, après avoir volé l'élection au démocrate Al Gore en Floride, et cette administration arrive, et là tout change. Il n'est plus question de plan d'attaque contre Al-Qaïda. Delenda est relégué aux oubliettes malgré les protestations de Richard Clarke. Richard Clarke est rétrogradé, il n'a plus accès au président, il n'a plus accès aux principals, c'est-à-dire aux principaux chefs de l'antiterrorisme du cabinet de George Bush, et malgré toutes les mises en garde de Richard Clarke, du directeur de la CIA, il y en aura à peu près une dizaine, l'administration américaine ne s'intéresse pas à Al-Qaïda. Pourquoi? Tout simplement parce que son horloge est restée fixée 10 ans en arrière à la guerre froide. Ses préoccupations sont des préoccupations de la guerre froide. Tout ce qu'elle veut faire, c'est réactiver l'initiative de défense spatiale, la guerre des étoiles, les boucliers spatials laser antimissiles, négocier un traité de réduction des missiles avec l'Union soviétique, envahir l'Irak, se confronter à la Chine, bref, tout sauf Al-Qaïda. Et la responsable, enfin j'en finis juste avec ça, la responsable du Conseil national de sécurité, Condoleezza Rice, si vous reprenez ses écrits de l'époque, il n'y a pas une fois entre janvier, mais même avant janvier et septembre 2001, pas une fois elle ne mentionne dans ses écrits, dans ses communiqués, elle ne mentionne le nom de Ben Laden ou celui d'Al-Qaïda. On aimerait vous poser aussi une question plutôt sur votre contre-enquête. Quand on entend contre-enquête, on pense forcément à l'écriture d'une théorie conspirationniste. Mais vous nous parlez au contraire des occasions ratées des États-Unis d'empêcher ces attentats. On imagine donc que vous n'apportez pas de crédit à la théorie du complot finalement, mais avez-vous penché à un moment vers les thèses conspirationnistes comme celle de Thierry Meyssan par exemple, avec son célèbre livre L'effroyable imposture? Alors, je suis ni conspirationniste, ni anti-conspirationniste. Moi, j'aimerais juste qu'on nous dise la vérité. Personnellement, je ne crois pas que le monde soit régi par des complots, mais je veux qu'on nous dise la vérité sur ça. Le problème des conspirationnistes, c'est qu'ils sont plutôt dans des croyances, dans le pire des cas, et puis moi je suis plutôt agnostique, et puis dans le meilleur des cas, c'est une querelle d'experts, c'est expert contre expert. Maintenant, sur les affabulations de Thierry Meyssan, parce que ce sont vraiment des affabulations, il n'y a pas eu d'avion contre le Pentagone, je veux bien qu'on parte de cette hypothèse-là, mais il y a un avion qui est le vol 77 qui est censé s'être crashé, selon monsieur, qui est censé s'être crashé sur le Pentagone. Cet avion, eh bien, il a décollé de l'aéroport de Dallas.
on a pu suivre les contrôleurs aériens ont suivi son trajet, l'ont vu revenir vers Washington et l'ont vu se précipiter sur le radar. Hein, il y a des traces radar. Alors ça impliquerait que tous les contrôleurs radar soient dans le complot. Bon, mais surtout, ce que j'aimerais qu'on nous explique, c'est que sont devenus les passagers qui étaient à bord. Parce qu'on sait avec certitude, on a la liste des noms, il y a les familles. Et si vous allez voir les familles sont toujours convaincues que, eh bien, que tous ces passagers sont morts dans ce crash. Donc il faut, s'il n'y a pas eu d'avion, il faut juste qu'on nous explique où sont passés les passagers. Est-ce que vous pensez que les États-Unis prennent au sérieux désormais les menaces terroristes, ou doit-on craindre un nouveau 11 septembre? Ils prennent très au sérieux les menaces terroristes. Ils ont tordu le bâton dans l'autre sens, c'est-à-dire d'un désintérêt total. Ils en ont fait une préoccupation majeure en lançant quelque chose qu'ils ont appelé la guerre contre le terrorisme, ce qui, à mon sens, est un non-sens. Doit-on craindre des attentats en France? Oui, on doit craindre des attentats partout, dans toutes les sociétés, mais même pas que les sociétés occidentales, on doit craindre des attentats partout, bien entendu. Al-Qaïda est une nébuleuse qui héberge des organisations terroristes, sunnites principalement, alors ça va, ça vient, ce sont des organisations qui ne sont pas forcément très bien structurées, qui ne sont pas forcément très fortes, mais qui sont redoutables parce que c'est à la portée de n'importe qui de prendre un gilet explosif, d'aller à Euro Disney et de se faire sauter. Bien entendu, il faut craindre les attentats, d'autant que Al-Qaïda recrute de plus en plus. Enfin, Al-Qaïda ou les organisations qui sont à l'intérieur d'Al-Qaïda. En parlant d'Al-Qaïda justement, quel a été votre ressenti à l'annonce de la mort de Ben Laden? J'étais effondré parce que, si vous voulez, en tuant, c'est logique du point de vue des Américains qui l'aient tué, mais en le tuant, eh bien, vous privez, d'abord, vous en faites un martyr, et surtout, vous privez le reste de la planète, même les membres des familles, de la possibilité d'un procès. Un procès, c'est quelque chose de très important, non seulement parce que ça va permettre d'établir la vérité, ou en tout cas une vérité judiciaire, mais aussi parce que ça permet au travail de deuil de s'effectuer. Et vous avez, si vous voulez, la vérité risque d'apparaître. Je suis convaincu qu'on ne nous a pas dit toute la vérité sur le 11 septembre. En tuant Ben Laden, eh bien, on s'est privé d'une possibilité de découvrir certains des chaînons manquants. Et par exemple, en refusant de juger Khaled Sheikh Mohammed, qui était le cerveau des attaques du 11 septembre, dont je parle longuement dans mon livre, eh bien, en refusant de le juger dans une cour civile, dans une cour pénale normale à New York, et en le jugeant à Guantanamo dans un tribunal militaire, eh bien, pareillement, on va empêcher la vérité de se faire. C'est ça, c'est le problème, et vous allez entretenir toutes les rumeurs les plus folles sur Ben Laden n'est pas mort, les Américains ne l'ont pas tué. Enfin, on continue cette espèce de spirale infernale qui fait que des millions de personnes cèdent aux sirènes conspirationnistes. Et ça, c'est quelque chose de très dangereux. Pensez-vous du coup que les menaces d'Al-Qaïda pour se venger de la mort de leur tête finalement vont être mises en action? De toute manière, il va y avoir d'autres attentats. Il faut vivre avec cette idée, que ce soit pour se venger, que ce soit pour pas se venger. S'il ne l'avait pas tué, de toute manière, s'il l'avait arrêté, eh bien, pareil. Je veux dire, je pense qu'un de leurs calculs en le tuant, c'est qu'ils ne voulaient pas réengager une spirale, faire qu'il y ait des prises d'otages, que les Américains soient pris en otage par des groupes qui demandent la libération de Ben Laden. Mais il est évident qu'il y aura d'autres attentats et qu'il faut qu'on vive avec cette idée que tôt ou tard, il y aura un gros attentat dans nos sociétés. Merci beaucoup Fabrizio Calvi. Alors on rappelle que vous êtes l'auteur du livre 11 septembre, la contre-enquête, sorti aux éditions Fayard. Merci beaucoup pour cette interview. Merci. Vous ne voulez pas que je rajoute 2 choses sur le contenu de mon livre? Allez-y. Alors, je voulais juste
vous préciser que dans cet ouvrage, j'éclaire des pans qui n'ont pas été explorés par la commission d'enquête ou qui ont été mal explorés. Par exemple, l'existence à l'intérieur même du dispositif américain, de la CIA, et du FBI et de l'armée américaine, d'un agent triple qui faisait semblant de trahir Al-Qaïda pour mieux le servir, qui s'appelait Ali Mohamed et qui pendant plus d'une dizaine d'années, à la demande d'Ayman Zawahiri, a infiltré la CIA, a infiltré les Américains. Il s'est retrouvé à Fort Bragg, dans le creuset des forces spéciales, et a pu ainsi donner de précieuses informations à Ben Laden. Il l'a aidé à monter Al-Qaïda afin de ne pas être détecté par l'antiterrorisme, puisqu'il était au courant de tous les secrets de l'antiterrorisme américain. Il est devenu le garde du corps de Ben Laden, Ali Mohamed. Ensuite, il a organisé les plus sanglants attentats du siècle dernier, celles contre les ambassades américaines de Nairobi et de Dar es Salaam. Mais surtout, il a mis au point le modus operandi dont vont se servir les pirates de l'air pour détourner les avions. Je reviens aussi longuement sur la genèse des attaques, en démontrant que ça commence en 93 par je décris en détail l'attentat de 93 contre le World Trade Center par une cellule d'Al-Qaïda qui avait été infiltrée par le FBI, mais le FBI n'avait rien vu pour des raisons qui sont très longues à expliquer ici, mais si vous voulez, ils l'ont pas laissé faire, mais par bêtise et stupidité bureaucratique, l'attentat a finalement eu lieu et les deux tours auraient pu déjà être détruites en 93. Mais surtout, j'explique que la personne qui a effectué cet attentat, eh bien, d'une certaine manière, va continuer parce qu'il va se réfugier aux Philippines. Il s'appelle Ramzi Youssef. Il va en parler à son oncle qui est Khaled Sheikh Mohammed, et ensemble, ils vont mettre au point un autre plan d'attaque, cette fois qui consiste à détourner les avions et à les précipiter contre les tours du World Trade Center. Nous sommes en 95. La police philippine découvre ce complot, déjoue ce complot qui était déjà très avancé. Il y avait des pilotes qui avaient été recrutés dans des écoles, une dizaine de pilotes. La police philippine a la liste, elle transmet tout ça aux Américains et les Américains leur disent « Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de cette information ?» Parce qu'à l'époque, c'était totalement incroyable. Ramzi Youssef va se faire arrêter, Khaled Sheikh Mohammed, donc le cerveau, il va continuer et ça va être lui le cerveau des attaques du 11 septembre. Et puis il y a une dernière énorme occasion manquée, qui est que en janvier 2000, la CIA repère deux des terroristes qui vont participer à l'attaque du 11 septembre. Elle sait qu'ils vont se rendre aux États-Unis, qu'ils vont être à San Diego, et elle n'en informe pas le FBI. Non seulement elle n'en informe pas le FBI, mais surtout elle l'empêche de découvrir la vérité. Or, si le FBI avait découvert qu'il y avait deux terroristes aux États-Unis, il est certain qu'il les aurait arrêtés. Il les aurait espionnés, il les aurait surveillés, mais il les aurait arrêtés et il serait arrivé au cœur du complot puisque ces deux terroristes étaient en contact avec tous les autres et que tout le monde prenait des leçons, ces 19 personnes prenaient des leçons dans les écoles de pilotage américains. Donc, si vous voulez, si le FBI avait été informé, eh bien, il n'y aurait pas eu de 11 septembre. Voilà, merci beaucoup Fabrizio Calvi. Merci à vous de nous avoir accordé cette interview.